avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour un format d'histoire de parents un peu spécial, puisque c'est un couple d'amis, Anaïs et Julien, que j'ai à mon micro, et parce que nous allons nous concentrer sur leur récit d'accouchement à domicile. À tour de rôle, elles vont nous raconter la genèse de ce projet, jusqu'à l'arrivée de leur petite dernière dans la sororie. Nous verrons comment leur vécu se croise, ou pas, selon les moments. Anaïs partage avec nous son incroyable expérience d'accouchement à domicile pour sa 4e grossesse à terme. Elle évoque son parcours, ses défis, les pressions sociales et médicales qu'elle a surmontées, ainsi que le soutien inestimable de sa famille. Dans cet épisode, nous explorerons sa détermination à gérer seule nombre de ses épreuves, la fierté et l'intimité de donner naissance chez soi, et les moments de calme et de douceur après l'arrivée de son bébé. Anaïs nous raconte aussi comment ses expériences passées et ses fortes convictions ont influencé ses choix, et nous donne une leçon précieuse sur la confiance en soi et sur la résilience. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles, et commenter partout où c'est possible, ainsi qu'à le partager autour de vous. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok ou LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Comment est-ce que ça vous est venu, ce projet d'accouchement à domicile ? Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est super simple. Je suis doula, donc si je ne fais pas ce que je prône, c'est étrange. Donc, j'ai simplement découvert ce qu'était la physiologie en me formant en tant qu'accompagnante, parce que ça m'intéressait, et quand tu plonges dedans, tu sais que c'est le meilleur pour ton bébé et aussi pour toi, donc j'ai voulu tenter l'aventure et je me suis dit, j'accompagne plein de mamans à vivre ces moments-là d'accouchement à la maison, alors que moi je l'ai jamais fait. Donc du coup, j'avais envie d'expérimenter dans mon corps ce que ça faisait aussi de le vivre comme ça à la maison, dans le cocooning que c'est, le confort. Comment tu t'es préparé à cette idée ? T'avais pas de crainte ? C'était en mode c'est bon, YOLO Pour accoucher chez moi, j'avais pas peur du tout. Ah ouais ? Zéro peur. Ouais. Aucune angoisse, aucun stress, rien. Rien ? Parce que je maîtrisais tellement bien le sujet que je savais ce qui pouvait arriver, potentiellement, et comment on pouvait y pallier si besoin. Donc, si j'avais pas été aussi informée, je pense que j'aurais eu peur. Mais le fait d'être moi-même accompagnante à la naissance fait que j'étais sûre que c'était ok, que je risquais rien. Mais de nature un peu angoissée, de base, si j'avais pas eu toutes ces infos, je pense que je l'aurais jamais fait. Qu'est-ce qui fait que... Parce que toi, t'as connu des accouchements médicalisés avant ? Ouais. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait cette connaissance, tout ça, mais comment tu passes d'une vision comme ça, où c'était quand même très médicalisé ce que t'as pu connaître avant, Ouais. à YOLO à la maison. Alors, précisons quand même que c'était un accouchement assisté avec une voilà, on n'est une pas sage-femme et une doula. Voilà, on n'est pas sur un ANA, hein, on Non. n'est pas sur un accouchement non assisté. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, au-delà de l'aspect très que je comprends, vision professionnelle, est-ce que c'est le fait d'accompagner d'autres qui t'a envie de vivre, qui t'a donné envie ? Quand tu les vois donner la vie à leur bébé dans une telle intensité, je sais pas comment dire, ça a rien à voir, c'est deux mondes opposés. C'est ne serait-ce que par rapport à l'intensité émotionnelle qui est pas la même, l'implication que tu mets dans cette naissance-là, c'est le côté un peu holistique qui est holistique, pas dans le sens spirituel, c'est dans le sens âme, esprit et corps. Il y a tout qui est pris dans la globalité. Et quand tu vois quelqu'un donner la vie à la maison, tu peux plus imaginer le faire autrement. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment, ça devient ta norme, et en fait, on a été créé pour enfanter. Donc, à mon sens, on sait faire. Donc, c'est reconnecter avec cette nature que j'étais naturellement, et avec la puissance féminine qui est en moi. En fait, c'est un peu comme reconnecter avec ce que j'ai toujours su faire dans mes cellules. Un peu perché, mais... Non, mais après, c'est ton histoire personnelle. Je veux dire, on n'est pas... alors, je précise quand même, on n'est pas en train de dire que ça doit être la connexion ou l'alignement de toute femme. Hein. Non, je pense que toutes les femmes sont pas faites non plus pour enfanter à la maison. Voilà. Mais en tout cas, toi, visiblement, ça résonne fort. Ah ouais, pour moi, mais aujourd'hui, je me vois plus jamais enfanter si je devais refaire un bébé. C'est ce que Julien nous a dit pour avoir un garçon. Je pense que j'accoucherai encore à la maison. C'est plus envisageable dans mon cerveau d'accoucher à l'hôpital.
Si tout va bien sûr, parce que s'il y a un truc qui va pas, c'est évident que pour mon bébé, pour moi, jamais de la vie je le ferai, je mettrai en danger une personne dans la famille, ça c'est évident. Après, ouais, c'est plus ce côté-là, et puis le côté que, je sais pas, j'avais peut-être besoin aussi de me prouver que j'étais capable de le faire. Pourquoi elle y arrive et moi j'y arriverai pas, en fait. Donc j'ai envie de tester, de voir ce que ça fait. Et puis, comme t'as déjà eu 3 autres enfants, autant tout tester. Tu te dis, bon, on va tester aussi cette façon-là d'enfanter. Et c'est de la curiosité aussi, de savoir un peu jusqu'où je suis capable d'aller dans ma puissance, dans ma force. Et qu'est-ce qui motive justement ce côté moi aussi je vais être capable de le faire Ça, je sais pas. J'aurais pas réfléchi. C'est plus le côté de se dire... En fait, je comprendrais pas pourquoi je serais pas capable de le faire. Pour moi, c'est tout le monde est capable de le faire. Après, il faut avoir envie de le faire. C'est pas la même chose, parce qu'on est d'accord que c'est douloureux. Ça pique, comme je dis. Peut-être un manque de confiance en moi, tu vois, de reconnecter avec de l'estime de moi. Tu vois, ça me donne de l'estime. Depuis que j'ai enfanté ce bébé à la maison, je me sens beaucoup plus confiante en moi. Je sais pas comment dire, ça m'a libéré un truc dans mon estime de moi. Donc peut-être ça. Si tu devais comparer avec ton premier accouchement il y a 13 ans. Oh là là. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Ouais, bientôt 13 ans. Alors la première, mais j'ai eu tellement peur. J'étais complètement déconnectée de... En fait, pour moi, c'était médical d'enfanter. Alors que là, ça l'est plus dans ma vision de l'enfantement. Du coup, quand j'ai accouché la première fois, j'ai eu hyper peur. J'étais jeune en plus, donc j'ai vraiment eu super peur. C'est pas la même chose. T'es pas dans l'accompagnement de ton bébé, tu fais confiance aux gens qui t'entourent, et ils sont là pour ça, et c'est leur travail, ils sont formés et tout. Donc bien sûr, t'as confiance en eux, c'est évident. Mais c'est pas toi. Enfin, j'ai l'impression que j'étais dépossédée de mes accouchements. J'ai enfanté, mais c'est pas moi qui l'ai fait, en quelque part, tu vois. J'ai été accompagnée pour le faire. Alors que là, dans celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon bébé, c'est moi qui l'ai mis au monde, c'est moi qui ai fait toutes les étapes, etc. C'est différent. C'est notre vision de l'enfantement. Mais je trouve ça intéressant parce que tu vois, tu passes de ça à ça, on y reviendra après, je pense que ça serait intéressant de se dire, tiens, comment est-ce que Anaïs à 19 ans pouvait penser à ce moment-là, mais... Oula, pas du tout comme aujourd'hui. mais voilà, et comment tu as préparé cet accouchement à domicile alors? Alors là, par contre, c'est archi bien préparé. Déjà, il faut trouver la sage-femme. En tout cas, dans ma vision à moi, je voulais pas faire un accouchement non assisté parce que j'avais besoin d'avoir cette présence du médical chez moi, parce que ça me rassurait, tout simplement. Et qu'elle est compétente, c'est son métier, donc je savais que j'allais avoir la qualité du médical et en même temps le cocooning de chez moi. Donc ça, c'était important. Et ensuite, on a fait des préparations à la naissance avec la sage-femme. Une fois qu'on a trouvé la sage-femme, on a fait des préparations à la naissance, mais à domicile. Donc, il y avait que des parents qui accouchaient à la maison. Et on a fait toutes les prépas. On en a fait 8. Donc, on était archi bien. On savait exactement où on allait. Après, c'est une super équipe aussi, hein, quand t'es bien entouré. Donc, dès que t'as une question, t'as une doula, donc elle peut te répondre. Ou tu peux demander à la sage-femme aussi. Donc t'es préparé dans ce sens-là, et puis t'es préparé psychologiquement aussi à se dire ok, je vais le faire. Donc ça veut dire que dans tous les cas, il y aura pas de péridurale, ma chérie, tu vois. Tu pourras pas au bout d'un moment te dire en fait si je veux la péridurale, bon si je pourrais le faire, mais ça fera un transfert et tout, donc ça demande plus de côté pratique, tu sais. Est-ce que pour Asia, ça juste avant Eliora, t'as vu une péridurale ou pas? J'ai eu la péridurale parce que j'ai été déclenchée. Ah oui. Donc j'ai essayé de faire sans. Donc c'était... Il y a 4 ans. Quasiment 4 ans. Donc t'avais une tentative de physio il y a 4 ans. J'ai essayé de... En fait, si tu veux... Alors, j'ai eu Shaili, pas du tout physio. Naïlia, j'ai voulu... Mais alors que j'y connaissais rien du tout à la physiologie, j'ai voulu essayer sans péridurale. J'étais pas bien préparée, okay. Donc forcément, c'était... j'ai quand même été jusqu'à 7 cm, c'est pas mal. Mais après, ils m'ont dit, c'est un énorme bébé, ça va tout déchirer, donc j'ai eu peur. Donc j'ai fait la péridurale, parce que j'ai eu peur. Okay. Parce qu'ils m'ont fait peur, en fait. Ils m'ont dit clairement, c'est un très gros bébé, et ils avaient raison, il faisait 4 kg 440, mais ça n'a rien déchiré. Donc, comme quoi, c'est aussi des croyances limitantes. Et ensuite, donc là, j'ai essayé par moi-même, mais sans être du tout informée. Ensuite, la fois d'après pour Asia, là, j'ai commencé à m'intéresser j'étais dans ce métier-là, mais j'étais pas doula, j'étais que accompagnante parentale. Mais quand tu plonges dedans, t'as forcément plein de doulas autour de toi, donc tu commences à découvrir ce monde-là. Et c'était vraiment le tout début de ma découverte de ça. Donc j'ai fait le séminaire, peut-être que les gens connaissent, de Quantique Mama, et j'ai fait toutes ces préparations à la naissance virtuelle, donc j'avais fait ça. Donc j'étais prête à accoucher à l'hôpital, mais de façon physiologique. Et malheureusement, gros bébé, prévu presque 5 kilos, donc du coup, ils m'ont dit non, déclenchement.
Et à l'époque, je connaissais pas tous mes droits, etc. Je savais pas tout ce que ça engendrait aussi. Donc je l'ai fait, sauf que pour celles qui ont déjà accouché avec des contractions de déclenchement, c'est pas les mêmes que les contractions naturelles, j'ai pas tenu. Ça faisait extrêmement mal. En fait, c'est que tu passes de 0 à intensité maximale directe et il y a très peu de pauses. Donc ça fait mal. Et j'ai pas réussi à tenir, donc j'ai fait la péridurale pour Asia. Mais une péridurale très peu dosée, donc je sentais tout, donc j'ai quand même pu vivre un super enfantement avec Asia et c'était hyper rapide. Donc j'ai bien vécu cet accouchement quand même. Mais c'est pas parce que j'ai accouché à la maison pour la 4e que les autres sont nuls. Oui, non, donc voilà, mais non, mais c'était l'idée du cheminement, tu vois. Est-ce que c'était passé tout à coup de non, tu vois, petit à petit finalement quand même, et puis la dernière, je me suis dit allez, vas-y, je le fais. De toute façon, ça sera sûrement mon dernier bébé, parce qu'à l'époque, je pensais que ce serait mon dernier. Bon, aussi aujourd'hui, normalement, on est censé, je sais pas ce qu'il a dit Julien, mais on n'est pas censé en faire un autre. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu ouvert quand même, je sais pas. Mais pour elle, j'avais envie de tout tester, tout le package, tu vois. Justement, petite parenthèse avec Julien, quand tu lui annonces ça, comment tu vis, toi, le fait de lui dire, écoute, moi, je vais accoucher à domicile? Déjà, est-ce que tu lui dis, je sais même pas si je lui ai laissé l'option. Est-ce que tu demandes son avis? Voilà, c'est la question. Je suis même pas sûre que je lui ai laissé l'option, en fait. Ouais. Je lui ai dit, je vais le faire, et puis, je crois que c'est tout, quoi. Il a pas eu le choix. Et si t'avais dit non? Je l'aurais quand même fait. C'est mon corps. C'est moi qui enfante. Donc, si lui t'avais dit, vraiment, j'aurais négocié jusqu'à ce qu'il dise oui. Si t'avais dit, je peux pas t'accompagner, moi, dans ce moment-là, je me sens pas. J'aurais eu des doulas. Ok. Et toi, t'aurais fait? Ah ouais. Okay. J'étais déterminée. Intéressant. Enfin, je pense, mais je crois que je lui ai pas demandé son avis, en vrai. Je sais pas. Je crois pas que je lui ai dit. T'écouteras son épisode? En fait, c'était tellement sûr pour moi et normal que c'était sûr que j'allais le faire, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pas forcément dit, est-ce que t'es d'accord ou pas? Je dis non, on va se former, tu vas être bien accompagné, mais on va le faire, quoi. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. J'ai envie de dire un gros mot, mais tu me fais. Ok. Non. Tu parlais là, juste avant je connaissais pas bien mes droits et tout pour tes accouchements précédents. Est-ce que là, de bien connaître tes droits, est-ce que c'est quelque chose qui t'a servi? Parce que, est-ce que cette grossesse a été comme un long fleuve tranquille? Pas du tout. Tu peux nous raconter un peu? Alors, j'ai commencé déjà, j'ai perdu un bébé juste avant elle. Psychologiquement, j'étais pas dans je sais pas comment dire, mais une fois que t'as perdu un bébé, t'as perdu ton innocence en même temps. Donc tu sais que c'est pas parce que tu es enceinte que t'auras un bébé au final. Et ça, tu perds j'ai perdu un bout de mon innocence, quoi. Donc c'est un doute qui s'installe? Ouais, clairement. Ouais. C'est pas un doute, c'est que j'ai accepté, parce que je l'ai vécu 2 fois aussi, que si je faisais un bébé, on faisait le choix de faire un enfant, ça voulait pas dire que quand je serai enceinte, j'aurai mon bébé à l'arrivée. Et donc je le sais, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que même après la naissance, je sais que un bébé ça peut mourir, la mort inattendue du nourrisson, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est comme si j'ai perdu cette innocence-là, mais en même temps, à la fois, je suis hyper connectée et hyper à l'aise avec la mort. Je sais pas comment dire. C'est assez étrange, mais la mort fait partie de la vie. Et j'ai accepté que c'est pas parce que je suis enceinte que je vais donner la vie. Je vais peut-être donner la mort aussi. Et un jour, je donnerai la mort parce que mes enfants vont mourir un jour. Okay. Et c'est accepter cette part-là de même si tu de la verras vie. Peut-être pas, je te souhaite pas de Oui, j'espère pas. Non plus, j'espère pas. Mais tu vois, c'est comme si mon cerveau était programmé à savoir qu'un jour je perdrai. Oui, mais quelque part, moi, ce que je comprends dans ton discours, c'est que quelque part, tu acceptes qu'en les amenant sur cette terre, en donnant la vie, tu les prépares, même si toi t'es plus là, tu les prépares aussi à mourir un jour. Oui, un jour finalement. On meurt tous. C'est hyper intéressant comme approche quand même. Ouais. Ça se rapproche peut-être du côté des Tanadoulas. On avait parlé très rapidement avec Clémence. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant comme approche à développer. Tu portes pas ton bébé de la même façon dans ton ventre parce que tu as cette appréhension tout le temps de te dire ah là cette étape je l'ai passée, ok c'est bon, on verra les prochaines. Est-ce que du coup tu fais des prises de sang, il s'avère que j'avais on pensait que j'avais le CMV, le cytomégalovirus pour ceux qui connaissent pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était horrible. Que nous, on devait plus vous voir derrière. Ah ouais, je devais voir plus personne parce que... du coup, t'étais enceinte en même temps que Noé. En même temps que Noé, là. Donc, cytomégalovirus, qu'on sait que c'est assez grave quand on le chope pendant la grossesse, ça peut donner une surdité, mais surtout des enfants mal formés, des choses graves. Donc, difficile de s'engager émotionnellement quand tu sais pas si ton bébé va être viable ou pas. C'est hyper violent à vivre. Donc voilà, en plus c'est hyper long les tests et tout. Mais tu sais que mon cerveau il a déjà oublié.
Je sais pas comment dire, mais il y a plein d'étapes que j'ai oubliées. Il y a des prises de sang, il y a des machins, des trucs, du stress, de l'angoisse, de la peur de perdre ce bébé. Après, j'ai quand même 3 enfants, donc long fleuve tranquille, pas si tranquille que ça. Donc voilà. 3 enfants, on l'a dit avec Julien aussi, t'es la seule à avoir le permis dans le couple. Oui, du coup, je suis la seule à avoir le permis, donc c'est moi qui gère sujet, tout. Quand même, hein. En termes de mouvement, c'est... Et puis on n'a pas, tu sais, une grand-mère disponible à 24 si on veut l'appeler ou quoi, ou... Bon, on est quand même entourés, tu vois, mais déjà, tous les deux, on n'est pas de nature à demander de l'aide. Donc, c'est plutôt, on gère tout seul, mais on est piliers de l'un et de l'autre. Donc ça, heureusement, si j'avais pas un mari comme ça, je pense que je n'aurais pas pu réussir aussi bien ce projet-là d'accoucher à la maison. Donc, t'es sujet du CMV, t'as 3 enfants. J'ai 3 enfants. Il y a eu quoi d'autre J'ai eu du diabète gestationnel. Ouais. Wouhou. Du coup, ça fait la 3e fois que j'ai du diabète gestationnel. Donc, diabète gesta, c'est pas cool, quoi. C'est pas fun. Tu peux plus manger de sucre. Moi, je suis un peu bec sucré, donc on adore. C'est-à-dire que la passion crêpe que moi j'ai connue avec Noëlla pendant la grossesse, toi, tu pouvais pas. Moi, j'ai fait passion carotte râpée, tu vois. C'était génial. Carotte râpée, macédoine, mais pour de vrai, je rigole pas. Ah ouais, je mangeais de la macédoine, mais avec de la tous mayo, les jours, avec de la mayo, un petit peu. Il fallait faire gaffe quand même. Donc voilà, donc ça, bon, c'est contraignant, mais encore à la limite. Ce qui est plus chiant, c'est que tu dois te piquer le doigt 6 fois par jour. Hein. Ça, c'est chiant. Au bout d'un moment, t'as mal au doigt. Ça fait mal au doigt. Mais voilà. Et après, du coup, gros bébé. Encore. Macrosomie. Donc, quand on a un bébé macrosome, on doit refaire des tests à 36 semaines aménorrhées pour voir où en est le bébé. Et à l'hôpital classique, parce que c'est pas parce que t'accouches à la maison que tu t'inscris pas à l'hôpital, parce qu'on sait jamais s'il y aura besoin. Donc, par précaution, on s'inscrit à l'hôpital. Et donc, forcément, eux, ils voulaient le déclenchement pour cette naissance, puisque gros bébé. Sauf que moi, j'avais déjà fait 2 fois des gros bébés. Et que j'avais été déclenchée pour Asia pour gros bébé, elle faisait que 3,9 kg. Alors, je sais, pour beaucoup, c'est beaucoup. Mais pour mon corps, c'est pas beaucoup. J'avais déjà fait un 4,440 kg, donc je sais que je suis capable de le faire. Du coup, j'étais pas d'accord pour être déclenchée. Donc, j'ai refusé les déclenchements. Contre avis médical. Contre avis médical. Enfin, pas contre avis médical, c'est contre proposition médicale. D'accord. Parce qu'en vérité, t'es libre, c'est ton corps. Jusqu'au bout, tu peux ne refuser. Ce que je savais pas avant. Et c'est des propositions qui te font, quand ton bébé et toi, t'es pas en danger, tant que les deux sont en bonne santé, tu peux refuser. Est-ce que t'as eu des remarques qui t'ont blessé, interpellé parce qu'on peut parler du sujet de corpulence, si ça te va. À la grossophobie. Voilà. Parce que clairement. J'ai cru me rappeler que t'avais eu quelques remarques quand même. Ouais, mais à l'hôpital, parce que c'est tout ce qui est accouchement à la naissance, toutes les personnes qui t'accompagnent dans ce projet-là, que ce soit les doulas, etc., jamais de la vie on te fera ce genre. Enfin, moi, on m'a jamais fait de réflexion. Même la sage-femme à domicile, elle m'a jamais parlé de mon poids, ni quoi que ce soit. Mais par contre, à l'hôpital, c'est genre, limite, la première chose qu'on te dit. Ah oui, mais vous êtes ronde. Hein. Donc, du coup, ça va être des phrases du style... comme j'ai du diabète gestationnel en plus, on pense que j'ai pris beaucoup de poids, ce qui est faux. J'ai pris exactement 2 kilos pour cette grossesse. J'en ai perdu 12 quand j'ai accouché. Donc j'ai perdu du poids par rapport à mon début de grossesse. Trop bien. Cool. J'ai perdu 10 kilos. C'est trop bien. Enfin, trop bien. Je m'en fiche même comme je suis. Mais... c'est des réflexions du style oui, mais vous êtes ronde, vous comprenez, avec la sonde quand on fait l'échographie. On peut pas bien voir, donc c'est pour ça que les estimations elles sont pas bonnes. Elle m'a dit en gros, parce que j'étais pas d'accord d'être déclenchée parce que mon bébé soit un macrosome, en ayant pour argument, vous vous êtes trompé quand même plusieurs fois, donc j'ai plus confiance en mon instinct et en mon corps qu'en des chiffres potentiels. Elle m'a dit en même temps, avec des corps comme les vôtres, c'est compliqué de faire des estimations. Sous-entendu, les examens sont compliqués parce que quand on met la sonde, il y a une couche de gras, quoi. Voilà. Moi, je lui ai répondu, c'est votre métier, vous avez qu'à mieux vous former. Bim. À un moment, c'est voilà. Ok. Et donc grosse ambiance. Non, ouais, c'était pas ouf. T'es pas très copines toutes les deux. Mais après, je suis retombée sur une autre équipe super géniale. C'est juste tu peux tomber sur une personne qui est pas cool. Mais tu sais, cette grossophobie-là, je l'ai subie même avec Shady, alors que j'étais très fine, j'étais normale. À 19 ans, oui, j'étais très bien. oui, j'avais pas de surpoids, j'étais même pas en surpoids. Ah oui. Et j'avais toujours eu depuis que je suis petite un petit bidou en bas, tu vois. C'est ma corpulence, je suis comme ça, j'ai un petit bidou. Ouais, mais là, il y a du gras, là, c'est compliqué, là. Voilà. J'étais avec Shady, ça a choqué Julien. Et pour te dire, du coup, les échographes, je les aime pas trop, tu vois. Mais j'en ai une que j'adore, du coup, j'ai tout le temps chez elle. Et là, pour les besoins de l'hôpital, il fallait que je sois à l'hôpital. Je ne peux pas tomber sur une bonne échographe. J'ai envie de te dire,
même si c'est vrai, si techniquement la couche de graisse. Ouais, c'est bon, on voit moins bien, ça c'est une réalité. Tu vois, moi je sais pas, mais même si c'est le cas, est-ce qu'on peut pas trouver d'autres moyens de le dire, tout simplement. Tu vois, et puis, je pense que je suis pas la seule femme ronde qu'ils ont eu. Oui, mais justement, peut-être. Tu vois, c'est qu'il y a peut-être un truc à faire. Peut-être qu'ils disent ça aussi à toutes les femmes rondes, etc. Et que même si techniquement il y a quelque chose qui serait déterminant par rapport à l'épaisseur du gras ou je sais pas, est-ce qu'on peut pas le dire autrement? Est-ce qu'on peut pas juste dire on a une marge d'erreur? Est-ce qu'on est obligé de dire à la patiente vous êtes trop grosse, quoi, en gros. Exactement. Est-ce qu'on est obligé de la ramener à son corps? Est-ce qu'on peut pas simplement dire, là, la marge d'erreur, elle est de temps? Voilà, c'est ça. Voilà, mais ce qui s'est passé avec la fois d'après, quand je suis retombée sur une autre équipe, où elle m'a dit, elle m'a avoué qu'en gros, le seul argument de la macrosomie ne suffisait pas à vouloir me proposer un déclenchement, c'était du confort. Elle m'a dit, je suis surprise qu'avec 4 enfants, vous ayez envie de refuser un déclenchement. D'habitude, elles sont trop contentes, quoi. Ah ouais? Oui, parce que du coup, ça fait que techniquement, c'est plus facile de s'organiser. Tu sais quand tu vas coucher. Donc, tu sais quand est-ce que tu fais garder les enfants et tout ça. Et puis, il y a aussi le côté, t'es épuisé à la fin de la grossesse pour un 4e enfant, vraiment. C'est fatigant, ça te tire sur la couenne. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai 4 enfants ou parce que j'ai plus de 30 ans. Ou parce que t'aimes bien tout contrôler. Comme Anaïs, c'est mon avis, je me suis permis cette petite phrase. Et que j'aime bien tout contrôler, ça c'est vrai. Mais du coup, j'ai été crevée à la fin. J'en pouvais plus. Je faisais que pleurer. Oui, c'est vrai, ça se voyait à la fin que je subissais ma grossesse à la fin. T'as vu? Les 2 dernières semaines, c'était dur. Ah oui, je me rappelle. Tu voyais ma tête tous les matins à l'école. Ah oui, puis tous les matins en plus, tu sais, je te demandais comment ça va, toi, et tout, machin. Je suis fatiguée. Et puis tu sais, en plus, c'était vraiment, je suis fatigué avec le ton, et comme je te connais un peu, c'était le ton et l'air de je suis fatigué, mais pas maintenant, tu vois. Ouais. Non, tu vas pas m'en parler maintenant, c'est vrai. Ouais. Tu m'en parleras plus tard. J'ai pas envie de parler. Ouais. Mais en fait, j'étais un peu en mode ermite à la fin. J'avais envie de voir personne, quoi. Ah oui, ça se voit, hein. Tu sais, le moment où tu te dis, j'ai envie d'être toute seule, il faut qu'elle sorte, quoi. J'en peux plus. Ouais, c'était ça. Et en même temps, ce qui était dur, c'est que, à la fois c'était magique, à la fois c'est dur, c'est que tes amies sont enceintes en même temps que toi, ta sœur enceinte en même temps que toi, elles ont leur bébé, pas toi. Et tu galères, t'es là, c'est long, c'est quand qu'elle va sortir, toi t'es la dernière, t'es là, c'est hyper long. Et puis, ça paraît bête, mais 5 semaines, c'est hyper long quand t'es enceinte. C'est terrible. De toute façon, ta sœur, elle a accouché combien de temps? Ouais, 5 semaines avant moi. 5 semaines, nous 2 semaines. 2 semaines, et puis moi j'ai accouché après. Et toi t'as accouché en suivant. Et du coup, t'as pas forcément envie tout de suite, tu te dis, ça me donne trop envie, moi j'en peux plus. Mais ouais, c'est ça. Mais elle est née à terme, quoi, 40 plus 4, donc. Oui, c'est ça. C'est bien, quoi, elle est bien. Ouais. Nous, on était en avance, déjà, un peu. Ouais, mais c'est vrai que la fin. La fin est dure. Elle est dure, et puis les trajets en voiture. J'avais des contractions, un utérus hyper contractile, donc ça fatigue, tu vois, dans ta journée. Et puis j'ai travaillé jusqu'au bout. T'as travaillé jusqu'au bout, et puis il y a ce sujet de permis, bon. Il faudra peut-être penser à le régler. Ouais, dès qu'on a le budget. Oui, non, mais bien sûr, c'est vrai que ça joue aussi sur le côté organisation, c'est-à-dire que tu dois tout gérer jusqu'au bout, tu vois. Ouais, jusqu'au bout. Les courses et tout. Ouais. Mais après, il y a Carrefour qui fait le service jusqu'à chez toi, donc ça, c'est bien. C'est vrai, à partir de 6 mois de grossesse, je crois. Je sais pas exactement les termes, mais... nous, on l'avait fait avec Noëlla. En effet, faut que tu t'inscrives sur un site, je crois. Tu appelles même. Ah oui, il faut les appeler, t'as raison. Et ils te font la livraison des courses chez toi gratuite. Et t'as la livraison gratuite, il y a quand même un minimum d'achat, je crois. Je crois que c'est 60 €. Ouais, mais bon, quand tu fais des courses pour 4. Mais du coup, tu peux pas la livraison, quoi. Ouais, bien sûr. Ou 4 ou 5 aussi. Et ça, c'est plutôt cool, ouais. Moi, je trouve ça bien. Donc, ça, c'est cool. Ou le drive, tu vois, ça t'évite. Je pouvais plus rester debout aussi longtemps. Les courses, c'est mort. C'est vrai que nous, depuis l'arrivée de Lucas, on fait des courses drive, à part, tu vois, genre les fruits et légumes, des trucs frais, mais tout ce qui est grande surface... j'ouvre une parenthèse, mais puis en plus, tu vois, pour Noëlla et les microbes, c'était no way de mettre les pieds dans une grande surface le premier mois, quoi. Ah non. Non. Déjà qu'on a les plus grands qui ramènent le microbe. De l'école. Ça suffit largement. Et donc, t'arrives à la fin de cette grossesse. J'arrive à la fin de cette grossesse, une semaine avant le terme, je commence à avoir des contractions. J'en avais déjà tout le temps, mais là, des contractions qui sont plus intenses, tu vois. Je me dis, et tout, c'est peut-être le moment et tout. Et non. J'ai fait beaucoup de pré-travail, en fait, je sais pas combien, mais je pense 8 ou 9 pré-travail. Ouais, pas loin d'une dizaine. Donc ça, c'est comme si j'allais commencer à accoucher, et ça s'arrête. Au bout de 4 heures.
par exemple. J'en ai fait un de presque une journée, 24 heures quasiment, 20 heures. Et il y a rien au final. Ça s'intensifie pas, quoi. Ça reste... Sauf que ça épuise énormément parce que tu contractes tout le temps. Et il y a pas de bébé à l'arrivée, quoi, tu vois. Donc tu dis à chaque fois psychologiquement, tu dis c'est peut-être le moment. Donc tu commences à te préparer psychologiquement, vas-y, je commence à faire du ballon. Donc tu te fatigues en plus parce que tu essayes de faire des efforts alors que ça sert à rien, tu devrais pas le faire. Parce que ça fait pas naître ton bébé, donc ça te frustre et puis tu accumules de la frustration au fur et à mesure. Donc le premier jour où j'ai fait un pré-travail plutôt fort, j'étais en train de tourner la formation pour LBD, cette formation. Parce que je travaille jusqu'au bout, bien sûr. Entrepreneur, pas le choix. Et là, je me suis dit, mais c'est bon, c'est aujourd'hui, quoi. Vraiment, j'avais des contractions assez fortes. Et puis, je suis rentrée chez moi, et en rentrant chez moi à 18h, je suis déçue, quoi. Je suis hyper déçue, je me dis, ah non, c'est pas maintenant, etc. Et puis en plus, ça t'a fait chier juste toute la journée. Toute la journée de la formation, j'étais en mode, c'est chaud pour rien. Donc, tu dois te concentrer à tourner une formation, mais en plus, t'es pas bien, quoi. Donc, bref. Et ensuite, tous les jours, j'avais des petits pré-travail, mais c'était pas le bon moment. Et la veille de l'accouchement, là, par contre, j'ai pensé que c'était le bon moment. Donc, ça a contracté vraiment très fort. Tu m'as vu à l'école, t'as vu ma tête. Oui. Je pensais que c'était le bon moment. Donc, j'étais contente et tout, parce que c'était pas les mêmes contractions, c'était des contractions beaucoup plus fortes. T'étais contente, t'avais l'air bien saoulée quand même. Saoulée, mais j'étais contente, je me suis dit, bon, c'est peut-être aujourd'hui et tout. Et donc, ça contracte, et jusqu'au moment où je me dis, bon, c'est quand même toutes les 5 minutes, Jules va appeler la sage-femme. Parce que comme c'était le 4e bébé, on sait que ça peut aller très très vite, donc faut pas appeler trop tard pour qu'elle soit là au bon moment. Donc on appelle un peu tôt dans le travail, parce qu'en fait, quand tu accouches physiologiquement, on te donne des étapes physiologiques et des repères au papa ou au deuxième parent. On te donne des repères pour que tu puisses voir chez la personne si c'est bon, faut appeler ou pas. Donc elle est ce qu'on appelle altérée. Donc par exemple, s'il m'appelle, je vais pas aller dans une autre pièce, quoi. C'est là qu'on va appeler pour que la sage-femme vienne. Mais moi, dans mon cas, vu que j'avais déjà enfanté plusieurs fois, que même en déclenchement, ça avait mis que 5 heures, elle m'avait dit, on va quand même faire attention, tu vas appeler un peu plus tôt que les autres. Donc on a appelé un peu plus tôt, mais je pense qu'on a appelé trop tôt, du coup. Donc elles sont venues, etc. Et puis quand elles sont arrivées, j'avais toujours mes contractions, je les voyais au monito et tout, donc super, trop cool, quoi. Donc on pense que c'est le bon moment, mais le temps se réduit entre les contractions, mais ça s'intensifie pas en termes de douleur. Donc du coup on se dit, c'est peut-être pas le bon moment, quoi, c'est pas tout de suite. Donc elle me propose des choses alternatives, par exemple d'aller marcher, donc on va marcher pendant 1 heure. Ça change rien du tout. À part que j'ai super mal, c'est tout ce que ça change. Puis marche rapide, tu vois, genre pas la petite marche tranquille. Faut stimuler, quoi. Faut stimuler, donc tu t'arrêtes à chaque contraction, t'es là, mais je vais jamais tenir, encore combien de fois et tout. Et donc après la marche, elle me propose de regarder en faisant un toucher vaginal, si je suis d'accord de vérifier où j'en suis. C'est plus pour vérifier que le bébé est au bon endroit, parce qu'elle pensait que la tête était en haut et plus en bas, parce elle était très très haute. Donc elle m'a dit, c'est pas pour regarder à combien de centimètres t'es, parce qu'en vrai ça veut rien dire, ton col peut très bien lâcher en 5 minutes, tu vois, donc on s'en fiche. Mais c'était surtout de savoir si la tête était au bon endroit. Donc par chance elle était quand même au bon endroit, donc il y avait la tête au bon endroit, donc elle touche, elle sent, etc. Elle me dit c'est bon, elle est au bon endroit. Et puis elle me dit pas à combien je suis, ni ce qui se passe, mais elle me dit effectivement t'as des bonnes contractions, je les sens bien, mais ton bébé est beaucoup trop haut. Donc elle était vraiment tout en haut du ventre. Et en fait elle me dit quand je mets la main elle remonte, donc elle avait pas envie de naître, je pense, tu vois, c'était pas son heure, elle avait pas envie que ce soit maintenant. Elle me dit, ça peut très bien se déclencher dans 3 heures, comme dans 10 minutes, comme dans 2 jours, quoi, on sait pas. Mais si j'ai ces douleurs-là, pendant combien d'heures je vais mourir, quoi, j'en peux plus, ça faisait depuis un bon moment, je pense que ça faisait pas loin de 16-17 heures que j'avais des contractions fortes, quoi, donc je commençais à fatiguer aussi, tu vois. Et donc, bref, elle me dit, mais prends une douche, après je prends la douche, plus rien. Okay. Plus de contractions. Et comment tu te sens à ce moment-là? Toi, qu'est-ce que tu ressens? Ah, je suis hyper déçue de moi. Ok. De toi? Ah ouais. De moi. Et je suis en colère un peu contre moi parce que je me dis, j'ai fait déplacer tout le monde pour rien. Et c'est le seul truc qui m'obsède. J'ai dérangé. J'ai dérangé tout le monde. C'est ouf. Mais vraiment, un mental horrible. Là, en termes de construction et de croyances limitantes. C'est terrible. Ouais. Et donc, du coup, je suis là, mais je l'ai déplacé. Elles sont restées pendant super longtemps parce qu'elles sont arrivées, je sais pas, je m'en rappelle plus de l'heure, mais début d'après-midi, elles sont restées jusqu'à 3h du mat. Donc j'ai fait déplacer tout le monde, je leur ai privé de leur nuit, etc. pour rien. Et mes enfants sont gardés, donc ça veut dire qu'ils vont devoir être regardés encore une fois et je vais encore embêter les gens avec mes enfants, tu vois. C'est fou, c'est une construction mentale, mais ça c'est parce que j'ai dénoué un peu ça. Ça vient de Shaylee, parce que je me suis dit quand
je suis devenue maman pour la première fois, je me suis promis de n'embêter personne avec mes enfants et que je me débrouillerais toute seule. C'est une promesse que je me suis faite. Pourquoi tu fais des promesses comme ça? Oui, mais pourquoi? Je sais pas. Tu vois, c'est quoi le fondement de cette promesse? Je sais pas, j'avais des choses à prouver, je pense. Ouais, mais tu vois, c'est soit parfait. Le sujet, oui. Le sujet, il est là, tu vois. Ouais. Le sujet, c'est pas de se dire, enfin, tu te rappelles de cette promesse, mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui t'a fait faire cette promesse, tu vois. C'est ça qu'il faut aller creuser, parce que je pense que déjà, avoir un enfant à 19 ans, c'est quand même chaud, quoi. J'étais au lycée. Ouais. Donc, déjà, c'est une décision pas commune. Les gens, la plupart des personnes, en tout cas que je connais, me disaient, mais il faut que t'avortes, quoi. Okay. Et après, pour les autres, c'est des croyances religieuses très fortes, donc hors de question que j'avorte. Et moi, mes propres croyances font que c'était mort, j'allais pas avorter. Bien sûr, ouais. J'allais garder mon bébé. Et au lieu de l'apprendre comme un fardeau, j'ai envie de te dire, ou quelque chose de mal, je l'ai pris comme un cadeau. Et d'ailleurs, son prénom, ça veut dire mon cadeau, en hébreu. Je pense que je sais pas, il y a des choses qui se sont jouées là dans mon cerveau en mode, il faut que je me débrouille toute seule, donc je tu culpabilisais d'avoir un enfant dans cette clairement. condition-là. En fait, je culpabilisais d'emmerder les gens, encore une fois. Tu vois, de me dire, c'était pas comme ça que ça devait se passer, mon premier enfant. Et à la fois, je suis trop contente d'être maman parce que c'était mon rêve, tu vois. Donc, être maman, pour moi, c'était la norme. Donc, être maman à 19 ans, en soi, moi, ça me pose pas de problème. Parce que je sais que je suis je serai une bonne maman en termes de maternité, tu vois. Mais c'est tout le à côté, l'organisation, de dire, il faut un logement, il faut des habits, il faut travailler. Je suis étudiante, donc j'ai pas de salaire. Comment je fais, tu vois? C'est plus ce côté-là où tu paniques un peu, t'es là en mode, oulala. Et là, je me suis dit, mais en fait, je vais me débrouiller par moi-même, je vais travailler. Et là, encore une fois, je travaillais jusqu'au jour de l'accouchement, la veille de l'accouchement, j'ai travaillé. Je gardais des enfants. J'étais jeune fille au vert. Et j'ai tout donné pour mon enfant, comme si j'allais lui dire, tu vas pas naître cassos, en fait. J'avais un truc à lui dire, non, tu vas avoir une maman, un papa, on va prendre nos responsabilités, tu vas voir, tu auras des super parents. Il y a un vrai truc qui joue quand même dans la culpabilisation que t'as ressentie, j'ai l'impression, et qui se joue aussi sur le suivi de classe sociale, quoi. Ah oui, clairement. Tu vois. Et 13 ans après, ça laisse des traces. Oui. Regarde la preuve, encore une fois, j'ai peur d'embêter les gens. De déranger, Je me dis, non, il faut qu'on se débrouille tout seul. Tu fais le choix de faire 4 enfants, tu te débrouilles, quoi. T'es grande, quoi. C'est ton choix, donc tu vas pas l'imposer aux autres. Que ça soit ton choix, oui, mais après que t'aies des gens qui te soutiennent et qui t'aiment autour de toi, c'est normal. Mais surtout que, tu sais, c'est vraiment dans ma tête, parce que quand je leur demande, ils sont trop contents de garder nos filles, ils sont gaga de nos filles, tu vois. Donc c'est vraiment plus moi dans ma tête, tu vois, genre de me dire, potentiellement, je vais embêter quelqu'un. Alors que je suis la première à rendre service à tout le monde. Je t'ai proposé plusieurs fois de récupérer Nalia et tout. Oui. T'es dans ce raisonnement-là, non? En mode, mais non, j'ai pas embêté Cédric avec ça. Exactement. Mais encore, j'aurais été à l'aise avec toi. Okay. Parce que je savais que si vraiment j'avais besoin, je pouvais te demander. Oui, surtout que, même sans ça, mais j'aurais osé te demander, tu vois. Okay. Mais peut-être pas à n'importe qui, tu vois. Tu vois, c'est hyper intéressant, peut-être que s'il y a 13 ans, t'avais été accompagné différemment. Ah oui. Peut-être que si on t'avait dit autre chose, peut-être que si on t'avait rassuré sur ces craintes-là. Peut-être que si la société avait fourni un accompagnement peut-être aussi psychologique. Ah oui, moi j'ai rien eu. Tu vois, sur ces sujets-là. Peut-être que 13 ans après, tu traînerais plus cette peur de déranger. Ou ce besoin de se dire, je suis capable de le faire, quoi. D'où le contrôle. Le besoin de tout faire, tout mettre, toute seule. De devoir rien à personne, tu vois. Et donc, là, du coup, elles repartent? Elles repartent. Et là, mon gars, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai cru que j'allais mourir de chagrin. J'ai jamais autant pleuré de déception. J'étais déçue de moi, parce que, du coup, je fais chier tout le monde, quoi, dans ma tête. Mais en plus, j'ai pas mon bébé, mais j'ai souffert physiquement. Donc je me dis, je ne suis plus capable de tolérer la douleur, là. J'arrive à mon maximum de ce que je peux donner. Si elle n'est pas d'ici demain soir, je fais une césarienne. Je m'en fiche, je vais à l'hôpital, je peux faire une césarienne. Okay. Tu vois, t'imagines le délire? Je pars je veux un accouchement physio. Je suis tellement au bout de ce que je peux donner que je suis capable même d'aller me faire ouvrir le ventre pour faire une césarienne. Moi, je suis fatiguée. Donc je pleure et tout, et je suis déçue, et donc là, je pense que pour Julien, c'est difficile parce qu'il doit accueillir ça et il sait pas forcément comment m'accompagner parce que j'ai pas forcément besoin qu'on m'accompagne, j'ai juste besoin de lâcher, en fait. Et je pense que toute la grossesse, j'ai retenu plein de peurs, plein de trucs et tout, et il y a tout qui est sorti. Donc toi, tu lâches à ce moment-là? Et là, je lâche tout. Okay. Il y a vraiment tout qui sort. Et à ce moment-là, Julien, il est là, il te soutient. Il me caresse, il essaye de me consoler, mais il y a rien il a pas besoin de faire quoi que ce soit, juste qu'il soit là, quoi, tu vois. Et donc voilà, ça sort. Et je pense que j'avais besoin d'aller jusqu'à ce bout-là et arriver à me dire, ok, il va falloir que tu lâches ma cocotte, quoi. Tu vois, parce que je pense que c'est moi qui ai empêché mon bébé de naître, parce que j'étais pas prête à lâcher tout ça. Et j'avais des émotions à vivre, je pense, tu vois, à laisser sortir. Je suis pas du genre hyper expressive dans mes émotions, donc je suis du genre à garder tout pour moi. Je pense que j'avais besoin de le faire, de lâcher.
C'est un besoin vital de vider. Donc J'ai là, pleuré. tu te lâches complètement. J'ai pleuré pendant au moins 3 heures. C'est la première fois que je pleure autant de ma vie. J'ai pleuré. Félicitations. Il y a tout qui est sorti. Ouais, bah, du coup, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui a changé en moi après. Tu vois, je sais pas, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé. Et donc, il était 3 heures du matin, j'ai pleuré jusqu'à au moins 5-6 heures. Après 7 heures, le réveil sonne pour amener les enfants à l'école. Du coup, mes enfants étaient chez mes parents. Donc, je vais récupérer mes enfants chez mes parents à 7 heures du matin. Je vois mon père et ma mère. Je te laisse imaginer que je refonds comme une Madeleine. Je repleure et mon père me dit t'inquiète pas, tu vas y arriver. On est très croyants, donc je vais prier pour toi toute la journée, ton bébé va sortir, etc. Et je sais pas, c'est des petits mots de tes parents qui te font du bien, tu vois. Moi, je suis très attachée à mes parents, donc comme c'est mes figures d'attachement, je lâche tout encore une fois avec eux, mais c'est un pleur différent, c'est pas le même pleur, tu vois. C'est un pleur de j'en peux plus, quoi. Il faut que ça sorte, quoi. Donc je récupère mes filles, j'essaye de sécher mes larmes parce que j'ai pas envie de leur faire peur non plus, tu vois. Donc je reprends un peu sur moi, à me dire ok, allez, prends sur toi encore une fois. Et le plus dur pour m'accueillir, c'était de me dire elles ont pas leur sœur encore. Et j'étais là genre je vais les décevoir qu'il n'y ait pas leur sœur. Au final elles s'en sont fichées complet. Elles m'ont dit c'est pas grave, elle naîtra bientôt. Donc voilà. C'était pas un sujet pour elles. Ce que je trouve intéressant là, vraiment dans ce que tu dis, c'est encore une fois on trouve ce côté je vais décevoir mes filles parce que j'ai pas été capable de mettre l'enfant au monde. Alors que je peux pas contrôler quoi. C'est de l'autoflagellation. Mais à ce moment-là, c'était vraiment comme ça. Hein. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette retenue vis-à-vis de tes filles, que je comprends, si tu veux, mais où je me dis, ça, c'est peut-être intéressant pour elles, qu'elles voient à ce moment-là que l'accouchement, la grossesse, c'est pas facile. Ah elles l'ont su pour le coup. C'est dur pour maman, tu vois. Bah, je leur ai dit aussi, voilà, maman, le bébé il est pas sorti. Ouais. J'avais les larmes encore aux yeux, donc elles m'ont fait quand même, maman, pleure pas. Mais même si tu pleures, t'as le droit de pleurer, hein. Tu sais, genre. C'est bien. Donc elle me laisse pleurer, forcément tu fais un câlin à tes enfants, t'as les petites larmes tes bébés, tu vois. Et puis en fait de les voir ça m'a un peu genre bon allez, il faut que tu prennes sur toi un peu, ça me ressource un coup. Et puis finalement elles sont pas déçues, elles me disent c'est pas grave, elle viendra demain, ou moi je suis sûre que c'est ce soir, tu vois, genre avec leur petite innocence d'enfant, tu vois. Donc tu dis allez, je les emmène à l'école, sauf que conduire. Et là, les contractions se remettent en route, mais c'est pas les mêmes contractions, c'est les contractions de malade. Là je me dis wow. Mais comme j'étais tellement déconnectée de mon corps à présent, parce que je me disais, c'est pas ça, donc t'es pas en train d'accoucher, quoi. Donc j'étais là, non, c'est toujours pas ça, et tout. Mais en même temps, je sais très bien que c'est ça. Mais mon cerveau me dit, non, c'est pas ça. Il rejette encore, pas déranger les gens, encore une fois, tu vois. Je veux pas les refaire déplacer pour rien, tu vois. Donc j'attends jusqu'au bout, du bout. Pour te dire, elles sont arrivées 2 heures avant que j'accouche, hein, que le bébé sorte. Donc ça veut dire que j'ai vraiment poussé le truc. Et comment ça se fait, justement, à ce moment-là? Tu rentres chez toi? Donc là, j'amène les filles à l'école, je marche jusqu'à la classe, j'ai cru que j'allais mourir. Je t'ai vu, je crois, sur la... Et là, tu m'as dit, oh, ma pauvre cocotte, ça va aller. Et là, je pense que je n'avais pas du tout envie de parler. Oui, non, mais j'ai bien compris. Hein. Je me rappelle de ce moment-là, c'est clair. Mais tu m'as dit, par contre, je vais accoucher. Je crois que j'accouche, là. Ah non, tu m'as dit, je vais accoucher. Ah, je vais accoucher, je t'ai dit. Mot pour mot, tu m'as dit. Ouais. Là, Cédric, je pars, je vais accoucher. Et au final, j'arrive à la maison, mais j'ai pas dormi de la nuit. Et j'avais eu des contractions toute la veille, donc j'étais hyper fatiguée. Donc là, je me dis, allez, je vais me reposer, je me mets dans le lit. J'ai plus de travail, donc c'est bon, je fais enfin en pause ce jour-là. Bref, ça faisait 2 jours que je travaillais pas, du coup. 2 jours d'arrêt avant la naissance. Et donc là, je me couche, je pleure et je contracte toutes les 10 minutes. Je m'endors, je me réveille. Tu sais, à chaque contraction, je me réveille. Ça fait trop mal. Je me rendors. Et je fais ça comme ça pendant, quand on rentre de l'école, 10h à peu près jusqu'à 13h. À 13h, ça commence à vraiment s'intensifier beaucoup. Julien m'apporte mon petit plateau repas dans le lit et tout. Il me chouchoute comme une princesse, tu vois. Et puis, il voit que je suis pas bien, quoi. Et donc, lui, ça le dérange. Il me dit, si ça reste comme ça, moi, je vais appeler les pompiers, quoi. Au bout d'un moment, tu peux pas rester comme ça pendant 30 ans et tout. Alors là, ça m'énerve. Il me dit, tu vois, je fais, non, c'est hors de question. Il me dit, alors j'appelle la sage-femme. Je dis, non, pas encore, c'est pas encore le moment et tout. Parce que moi, j'attends que ça s'intensifie beaucoup, mais c'est déjà hyper intense en vrai. Tu vois, mais moi, dans ma tête, c'est pas encore assez intense. Donc, Faudrait pas qu'on fasse déranger les gens. Faudrait pas que ce soit encore pas la bonne alerte, tu vois. Et puis, je me rendors, Julien fait la sieste avec moi. Je me réveille toutes les 10 minutes. Je pleure, je me rendors, parce que j'ai mal, en fait. Du coup, comme je crois que c'est pas le moment, je me dis, mais je vais mourir, j'arriverai jamais. Au final, j'étais en train d'enfanter. Et puis, au bout d'un moment, je sens que ça coule. Et là, je me dis, oh, c'est pas normal que ça coule. Donc, je pensais que c'était les os, et en fait, non, je saignais.
Donc j'avais du sang, c'est ce qui veut dire en gros que mon col était en train de bouger, donc c'était bon là, c'était sûr. Donc là, Julien appelle la sage-femme, il appelle la sage-femme lui dit on va appeler appelle la doula va venir et puis en fonction de ce qu'elle me dit, j'arriverai quoi. Donc moi je me dis bon, elle va arriver quoi, donc c'est bon. Et là la doula arrive, mais moi je suis toujours dans le même état d'esprit de tout contrôler et de pas du tout lâcher, tu sais quand tu veux enfanter naturellement, faut vraiment lâcher le mental. Sauf que moi le mental, il est archi présent, je suis beaucoup de mental. Très forte force mentale, ce qui n'est pas très un avantage quand t'accouches quoi. Parce que tu dois vraiment lâcher prise et accepter de t'abandonner, et moi c'est quelque chose qui me demande énormément par rapport à mes blessures, qui me coûte, tu vois. C'est pas quelque chose que je vais faire naturellement, m'abandonner devant quelqu'un en plus, des gens que je connais mais que je connais pas non plus beaucoup, tu vois. Donc ça me demande, à part Julien que c'est mon pilier, donc là je peux m'abandonner totalement devant lui, mais devant des gens que je connais pas trop, tu sais, il y a une forme de retenue. Elle arrive et puis je suis toujours sur mon ballon en train de bouger mon bassin et j'ai pas bougé de position depuis la même chose que la veille. Donc elle se dit, elle me refait la même chose, tu vois. Et là je dis non, c'est pas les mêmes contractions parce que la veille c'était des contractions plutôt vers le haut du ventre et le dos. Et là cette fois c'était vraiment comme si j'avais des douleurs de règles mais XXL, vraiment le bas du ventre. Et elle, en fait je sais parce que je suis doula, dans quelle position le bébé doit être. Elle était dans la bonne position alors que la veille elle l'était pas. Donc là, je savais qu'elle était bien, elle s'engageait tout doucement, elle était dans le bon sens en tout cas. Donc c'est ça aussi qui fait que je suis d'accord pour appeler la sage-femme et la doula, parce que je sais que le bébé est dans le bon sens. J'ai saigné, donc je peux pas nier qu'il y ait du sang, donc et beaucoup, donc je me dis bon, ok, arrête ton délire, c'est bon, t'es en train d'enfanter, mais non, mon cerveau veut pas encore accepter que c'est le moment, tu vois, de lâcher. Et donc je suis sur mon ballon, à chaque contraction, je respire et tout. Puis au bout d'un moment, je sais pas, je dis j'ai envie que ça s'arrête, j'en peux plus, faut que ça s'arrête. Et la sage-femme, en fait, c'est la doula, à ce moment-là, elle va avoir la bonne attitude avec moi, qui est de me dire « Non, t'es sûre que t'as vraiment envie que ça s'arrête ?» Je dis « Bah non, j'ai pas envie que ça s'arrête. » Elle dit « Donc arrête de proclamer, parce que ce que tu dis, ça va se passer. » Et là, c'est comme si mon cerveau l'a déconnecté, il a accepté de lâcher, tu vois. À ce moment-là, j'ai dit « Ok, en fait, je suis en train de le faire, donc je vais y aller, ma cocotte, tu vas à fond et tu plonges. » Et là, j'ai plongé, et là ça a été beaucoup plus rapide. Donc je plongeais jusqu'à ce que... la douleur soit tellement intense, enfin l'intensité du travail soit tellement forte que j'ai envie de vomir à chaque contraction. Donc je vais vomir, j'arrive pas à vomir, mais c'est tellement fort que j'ai envie de vomir. Et au bout d'un moment, ça me... Si tu vomis... Oui, je vomis, elle m'a pris le bol, elle m'a dit vas-y vomis, y a pas de problème. Et donc ça, quand t'es doula, tu sais que ça veut dire que t'es au sommet. Donc le sommet, c'est vraiment la fin du travail. Donc t'es déjà à entre 8 et 10 cm et ton bébé va arriver en fait. Donc je suis là, je vais vomir avec mon bol là. Puis là je vomis pas et d'un coup je sens que ça veut pousser. Donc je me dis ça change de sensation, j'ai envie de pousser. Mais je sens que c'est pas une poussée genre animale, tu sais, comme tu vois dans les accouchements physiologiques. C'est pas encore le moment, mais en fait j'ai compris plus tard que j'étais en train d'aider Eliora à trouver le chemin. Donc je la poussais en fait pour qu'elle se fixe en fait dans le col et qu'elle finisse par pousser elle-même avec les contractions. Et donc là j'ai envie de faire pipi, je pense que j'ai envie de faire caca, donc je vais aux toilettes. J'ai pas du tout envie de faire caca, tu vois, donc je vais aux toilettes et puis ça pousse, je dis si ça pousse et tout. Elle me dit mais si tu veux tu peux accoucher là, c'est ok si tu veux enfanter là. Mais je dis, et moi là je réalise, je dis mais non, je veux pas qu'elle naisse dans les toilettes, la pauvre va tomber dans le trou des toilettes, c'est dégoûtant, tu vois. Et donc du coup je me relève, je repars chercher une position, mais j'étais en train d'accoucher quoi, tu vois. Je me lève, je fais que bouger et tout. Et en fait, en bougeant, au bout d'un moment, j'arrive sur le ballon, j'essaye de me mettre accroupie, quoi, enfin, à quatre pattes. C'est hyper inconfortable. Je trouve pas de position, en fait. J'arrive pas à trouver la position pour faire naître mon bébé. Et au bout d'un moment, je suis contre le canapé, je me redresse. Et là, en me redressant, paf, plus mal. Je me dis, oh, je bouge plus, c'est bon, c'est la bonne position, je bouge plus. Et donc, je reste comme ça, dans cette position. Tu vois, je suis à quatre pattes devant le canapé, tu vois. À chaque fois que ça pousse, que j'ai une contraction, ça pousse, donc je m'accroupis un peu plus fort et je pousse. Et au bout d'un moment, je pousse tellement fort que ça explose la poche des os. Et là, du coup, c'est hyper impressionnant, ça fait un bruit énorme, tu vois, ça fait POUM, vraiment genre hyper fort. Et donc là, ça coule partout parce que c'était la piscine. Elle avait beaucoup d'eau dans mon ventre. Et donc là, je comprends que ça y est, je suis en train d'accoucher. Que maintenant, quand même. Tout le truc, j'ai toujours pas compris. Donc là, je me dis, bon, là, c'est sûr que c'est bon. Et je sens la tête qui sort, en fait. Donc je pousse mon bébé. Et donc voilà, elle est née. Et c'est Julien qui l'a rattrapée. Donc du coup, là, il y a la tête qui sort. On entend les petits talons de la sage-femme qui arrivent. Et j'avais pas vu qu'elle était pas là. Tellement j'étais dans mon monde, j'étais plus là, en fait. Là, mais j'étais pas là. Et donc, à ce moment-là, la sage-femme arrive.
Elle me dit « Ah, elle est dans le bon sens !» Du coup, elle me dit sa petite phrase comme ça « C'est super et tout, continue !» Et donc, Julien, il dit « Ben là, je fais quoi je vais y aller, quoi. Je vais la récupérer. » Alors que de base, il voulait pas la récupérer. Il m'avait dit « Ouais, ça, c'est le seul truc que je suis pas sûre que j'ai envie de faire. » Et je lui dis « Ben, c'est pas grave, je la récupérerai toute seule. » Sauf que là, en fait, moi, j'étais plus connectée. Tu me parlais, il fallait pas me parler. J'étais là, j'étais pas là. Donc, elle serait sortie, elle serait tombée, quoi. Tu vois, j'aurais personne qui l'aurait rattrapée, elle serait tombée de moi. Donc, lui, il a été tout de suite, et ça, il me dit, ça a été un instinct, ben, j'y vais, quoi. Il a été, et donc, il a récupéré Eliora. Et j'ai poussé 3 fois, elle était là. Et là, elle a crié. C'était trop mignon. Elle avait la tête juste dehors qu'elle criait déjà. Trop mignon. Et donc, elle est née. Elle est née, puis après, j'ai pas réalisé qu'elle était née. Du coup, c'est la sage-femme qui a dû me dire « Anaïs, tu peux te retourner, ton bébé, il est là. » Et là, j'étais « Ah oui, c'est... » Tu vois, il m'a fallu 30 secondes pour comprendre que mon bébé était né. Et là, je me suis retournée, et là, c'est l'amour fou. Hein. J'ai réussi. Je l'ai fait. Et ça m'a prouvé des choses à moi, et puis elle était vivante, quoi, elle pleurait. Donc elle était pas morte, tu vois. Parce que t'as toujours peur de perdre ton bébé jusqu'au bout du bout du bout. Tant qu'elle crie pas, t'es pas sûr qu'elle est vivante. Et là, t'as un soulagement, je sais pas comment dire, c'est un mélange de soulagement et en même temps de oh, je l'ai fait, j'ai réussi, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai fait ce bébé. Elle était trop belle en plus, alors t'as l'amour fou, puis tu te dis, mais waouh, j'ai réussi à faire ça, je peux tout faire dans ma vie. Tu vois, c'est comme si, je sais pas comment dire, il y a un truc qui se passe au niveau cérébral qui dit si j'ai fait ça dans ma vie, il y a rien qui peut m'arrêter maintenant, tu vois. Donc c'est pour ça que maintenant si je referais un bébé, c'est obligatoire que j'accouche chez moi, tu vois. Donc voilà, et après t'accueilles ton bébé, t'atterris. Et c'était bien parce qu'il y avait Shailene du coup qui a pu venir. Donc on avait notre grande qui était restée à la maison, elle a même pas entendu que j'avais accouché. Elle me dit du coup Julien va la chercher, elle me dit « Mais t'as accouché maman, t'as même pas crié !» Donc je pense qu'elle s'attendait à ce que je fasse du bruit parce que je lui ai dit ça se peut que maman elle crie parce que ça peut faire très mal à la fin, donc maman elle peut crier mais c'est normal. Je l'avais rassurée, je lui avais montré même des vidéos de maman qui enfante pour qu'elle voit à quoi elle puisse s'attendre. Et en fait elle était choquée que j'ai déjà parce qu'elle me dit « Mais je t'ai même pas entendu !» Et là elle a découvert sa petite sœur et c'était trop mignon de voir ton grand bébé avec ton plus petit bébé. Ah ouais. Ça fait trop... Ça doit être... et puis elle est ado, donc du coup elle peut la porter et tout, et elle a fait du poids-poids avec elle, donc c'était trop beau à vivre. Donc voilà, et après, c'était trop bien. Tu sais, tu mets du temps à atterrir parce que t'es chez toi, t'es dans ton confort. C'est hyper intime, et à la fois c'est hyper puissant. Je sais pas comment dire, il y a pas les bons mots. Il y a pas de mots pour décrire ce que tu ressens à ce moment-là, c'est pas les mêmes émotions qu'à l'hôpital, tu vois. Parce qu'à l'hôpital, tu vois, tout de suite, on va prendre ton bébé, on va faire les soins, on va faire des trucs et tout. Du coup, c'est médicalisé, alors que là, t'as tout le temps que tu veux, et il y a personne qui va toucher. C'est toi qui touches ton bébé pour la première fois. C'est tout bête, mais c'est toi qui va lui parler, c'est toi qui va lui dire ses premiers mots. Voilà, c'est quelque chose que moi, j'ai profondément aimé pour ce bébé, c'est que j'ai eu le temps d'atterrir et de dire, ok, c'est moi qui prononce les premiers mots sur la vie de mon bébé. Alors, je trouve ça beau. Mais c'est très beau. Et puis, pareil, tu vois, pour Julien, pour Chalice, je pense que c'est des moments qui restent... ouais, t'oublieras jamais. Qui restent vraiment là-dedans, quoi. Et comment ça se passe, là, ensuite, les premières heures, les premiers jours Premières heures. Est-ce que tu t'accordes au moins une journée de repos avant de reprendre le travail, ou comment ça se passe? Oui, quand même. Mais, en fait, pour raconter un peu la fin, donc après, j'accouche, voilà, tout va bien, je fais naître le placenta, il n'y a pas de problème, il est entier, tout va bien. Et puis, du coup, on a une baignoire pour accoucher chez nous. Je suis pas allée pendant le travail parce que j'ai pas eu le temps, du coup, elle était pas remplie. Et donc, on y allait après. Et en y allant après, j'ai perdu un peu de sang. Et donc, du coup, j'étais pas très en forme. Okay. Un peu beaucoup de sang. Et donc, du coup, là, on a dû me perfuser pour récupérer des forces, quoi. Et donc, pendant ce temps-là, c'était Julien et Shailene qui s'occupaient d'Eliora. Et donc, c'est Shailene qui a fait le poids à poids avec Eliora pendant que Jus vidait la piscine pour mettre le fameux carré d'or, qu'on aurait appelé comme ça, qui est notre matelas de notre lit 2 mètres par 2 mètres de luxe. Et du coup, il fallait enlever la piscine qui prenait la place pour mettre le lit. Donc pendant ce temps-là, c'est Shailene qui a fait le pot à pot. Et ça, j'ai trop aimé de me dire, c'est mon grand bébé qui porte mon plus petit bébé. Et c'était trop chou de les voir se rencontrer et tout. Donc voilà, c'était un beau moment. Et après, on a mis un matelas au sol. Et je suis restée comme ça pendant une semaine, sans vraiment beaucoup bouger. Après, au bout d'une semaine, je me levais quand même et tout, mais ça a imposé le fait de se reposer, en fait. Donc,
je suis restée couchée pendant... Ça t'a pas fait de mal? Ah non. Et ça aussi, ça a changé. Pour la première fois de ma vie, j'ai accepté de rien faire. C'est con, mais j'ai accepté de rien faire et de juste accepter que mon mari allait tout gérer. Mais vraiment de A à Z. Et il a tout géré, et même nos amis, notre famille, nous ramenait à manger, il s'occupait des enfants, il récupérait les filles. Ma mère, elle m'a fait du ménage, elle m'a fait du linge. Jamais de la vie, j'aurais accepté ça de base, tu vois. Là, c'était ok pour moi, à ce moment-là. Ils me ramenaient tous du saucisson, parce que pendant toute la grossesse, je râlais que j'ai pas de saucisson, donc j'ai eu 50 000 saucissons. Et je suis restée couchée pendant 3 jours à découvrir Liora, et c'était trop bien. Du coup, j'ai pu avoir un super bon début d'allaitement. J'ai eu la montée de lait hyper rapide. Bon, après, c'était un peu plus compliqué parce qu'elle a des freins comme sa sœur. Mais sinon... Ça sera un autre sujet. Un autre sujet. Mais vraiment super bien. Et de s'autoriser à rien faire. Et c'était trop bien. Donc, du coup, je faisais rien. Mais le fait d'être dans le salon, qui est la pièce de vie, avec le matelas géant, là, ça faisait que les enfants, elles pouvaient venir. Et on peut voir ce bébé-là, découvrir ce bébé-là. Moi, je suis toujours disponible pour mes autres enfants. Ça, c'est important pour moi. Tu me connais en tant que maman. Je suis très maman gaga. Donc, du coup, il fallait que je m'occupe aussi notamment d'Asia, qui est la plus petite aussi. Et qui est passée de bébé allaité à je vais à l'école, je dors plus avec mes parents, je suis plus allaitée, et je laisse la place à un bébé. Donc, ça fait beaucoup en 9 mois à digérer. Mais elle adore sa sœur. Hein. C'est trop mignon. J'ai pu m'occuper de mes autres enfants, mais en même temps, ça a imposé un espèce de calme dans la maison, hyper zen, quoi. Puis l'ambiance globale, tu vois. Ouais, et on avait laissé toutes les lumières, toutes les bougies hyper serein. On n'a pas allumé la lumière pendant 1 semaine. On est resté dans la pénombre comme ça, tu sais, du côté accouchement à la maison. Et c'était bien, ça aussi. De pas tout de suite... Déjà, j'ai eu du mal à atterrir. En plus, j'ai mis longtemps avant de récupérer. J'étais très altérée. Je suis restée dans mon monde dans des étoiles avec mon bébé, tu vois. Et après, t'as ça. Et puis, quand les gens viennent te voir, ils restent pas longtemps. Et ça, c'est vraiment appréciable, parce que quand t'es fatigué, quoi, après avoir donné la vie, hein, même si t'es chez toi, c'est pas parce que t'es chez toi que t'es pas fatigué. Ce qui peut être un peu dangereux, j'ai envie de dire, parce que du coup, les gens ont tendance à venir chez toi, vu que c'est chez toi. Donc, t'as à peine accouché qu'il y a déjà tout le monde chez toi, tu vois. Donc là, non, il y a eu ce respect-là de, on va rester très peu de temps, on ramène un truc, on te fait un truc. Et ça, c'est vraiment agréable, quoi. Après avoir vécu tout ça, t'être rendu compte apparemment de plein de choses, si t'avais la possibilité de voyager dans le temps, d'aller voir Anaïs qui a 19 ans, qui est enceinte de son premier enfant, là là. Qu'est-ce que tu te dirais pour essayer d'éviter d'avoir toutes ces choses que tu te traînes encore 13 ans après? Que j'ai le droit d'être différente. J'ai le droit de faire des choix qui sont pas comme ceux de la normalité, j'ai envie de dire, tu vois. Et que je serai une super bonne maman. Okay. Parce que ça, par contre, j'ai super confiance en moi sur mon rôle de mère. Moi, j'y mets tellement d'énergie que je peux pas ne pas dire que je suis une bonne maman. J'en ai la certitude. Merci beaucoup, Anaïs. Avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.